Comment gérer le SEO de son site e-commerce pour être rentable au maximum grâce à l'acquisition organique de Google? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec Antoine. On a prévu pas mal de petits points. On va parler déjà des enjeux un peu du SEO en e-com, c'est quoi les objectifs. On va parler de recherche de mots-clés, de filtre e-commerce, de pagination aussi, très important, de search indexing. Enfin bref, on a vraiment plein de choses à aborder. Le but, c'est de vous fournir un guide avec vraiment toutes les bonnes pratiques à retenir et à appliquer de votre côté pour maximiser vos résultats. Antoine, ça va comment toi de ton côté? T'as pas trop chaud? Et bah si, très 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 chaud, parce que là, du coup, je suis dans une mezzanine qui prend beaucoup la chaleur, et là, on a eu une très très belle journée à Lille, et je crois que c'est le cas dans toute la France. Toi aussi, tu me disais que sur quand t'étais plutôt bien là. Ouais. Bon, là, il fait 26, un truc comme ça. Enfin, comme je te disais tout à l'heure, ça me rappelle la Thaïlande et le Vietnam presque. Je te jure d'avoir chaud comme ça là. C'est vrai que ça impacte pas mal la productivité, etc. Donc là, notre mission, c'est vraiment d'être frais au max, sans mauvais jeu de mots du coup, pour le podcast et pour faire un truc dynamique. Sachant qu'à la base, on a envie de faire une sieste avec du Capri Sun, quoi. En gros, pour vous faire le topo. Donc, je vais rappeler les performances du podcast. 1100 abonnés sur YouTube toujours. Je crois que ça augmente un petit peu quand même d'un épisode à l'autre. Voilà pour ça. Je vois 99 vidéos. On arrive bientôt aux 100 vidéos. Alors parce qu'il y a les shorts aussi qui sont compris dedans. On n'a pas fait 100 épisodes sinon, mais c'est intéressant. On a toujours des commentaires, donc merci à tous ceux qui prennent le temps, qui like, etc. Sur Spotify, on est toujours à 66 avis 5 étoiles. Donc ça augmente toujours. Là, on n'a pas pris d'avis par rapport à l'épisode d'avant, mais la dernière fois, on avait pris 4-5 avis. Donc bon, voilà, c'est assez instable globalement, mais ça fait que de monter, donc c'est vraiment chouette. Et donc, avant de commencer, je vous rappelle que l'épisode est sponsorisé par Linkuma. On va en parler, mais le netlinking en e-commerce, c'est aussi intéressant. Donc, si vous voulez choper des backlinks pas trop chers à partir de 7 €, bah, vous avez notre lien d'affiliation qui se trouve en description. Alors, comme d'hab, Antoine, je viens de voir que c'était écrit retour sur nos semaines sur le Google Doc. Comme Alors, si t'as rien, on le fait pas, mais est-ce que t'as des gros faits marquants ou pas forcément je fonce sur le Google Agenda, hop, rapide. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on oublie de. Ouais, En fait, il se la passe section, que on la tu découvre à chaque fois en live. On se fait surprendre. On se fait surprendre à chaque fois. Alors, autant le plan, Moi, le plan, on l'a bien préparé. Donc ouais, peut-être tu peux commencer, Paul, si t'as des. ouais. Moi, j'ai pas de gros faits marquants, mais tu vois, en ce moment, je m'intéresse pas mal à la productivité. Je sais qu'il y a une période dans ma vie, c'était il y a 2 ans, 3 ans. En fait, quand j'ai commencé un peu le SEO, à rejoindre l'agence en alternance et tout, j'étais vraiment à fond là-dedans, où je faisais méthode Pomodoro. Enfin bref, je traquais un peu tout ce que je faisais. Et là, j'estime que je suis toujours efficace. Parce que j'arrive à faire quand même pas mal de choses en solo, donc je suis content. Mais je sens que ça pourrait être optimisé. Donc voilà, j'essaye un peu de voir, faire des petits ajustements. Par exemple, je reprends en ce moment, pour ceux qui s'intéresseraient à ça, la consommation de maté à la place du café. Et c'est une boisson qui, quand je l'avais découverte il y a 2-3 ans, je trouvais avait des très bons effets sur moi. Beaucoup plus. En fait, il y a l'équivalent de la caféine dedans. Mais il y a aussi autre chose. Ce qui fait que ça fait un cocktail où tu es plus concentré sur le long terme, les effets de la caféine sont plus diffus, versus le café qui va te donner un gros coup de boost d'un coup, mais tu vas avoir un petit crash après. Enfin bref, je trouve que ça m'aide pour le focus. Et puis voilà, je fais d'autres ajustements, mais c'est un peu ma quête du moment, quoi. Et Avec... ça se boit froid, le maté? En fait, regarde, je peux te montrer. Ouais. En gros, alors c'est ça qui est le point négatif, c'est que c'est un setup un peu relou. Et je crois que t'as pas, enfin tu peux en acheter en sachet, mais bon voilà. En gros, là, j'ai du maté en vrac, dans ce qu'on appelle une calebasse. Donc, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, vous pouvez taper maté dans Google si vous voulez voir, mais bon, c'est pas. Voilà. Et en gros, tu mets du maté en vrac dedans, et après, tu mets de l'eau chaude, et en gros, tu as une espèce de paille pour boire, tout simplement, où tu ne prends pas les petites particules. En gros, c'est comme ça que ça se fait, quoi. Et c'est bon? Alors, le goût, faut s'y faire, je t'avoue. Mais moi, je suis le genre à, tu sais, par exemple, le café. Enfin, je le bois sans sucre et tout. C'est genre de goût amer qui, au début, peut me faire bizarre. Et puis après, je m'adapte et j'apprends à l'aimer, en fait. Donc, C'est ça, ouais. le maté, ça m'a fait Personne pareil. n'aime le café de base, hein. Le premier Ouais, c'est ça. café, il passe pas du tout, hein. Alors que. Donc, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Bah, le maté, ça m'a fait pareil. Mais faut aimer. Et tu vois, même aujourd'hui, le maté que je consomme, là, c'est du maté qui est genre particulièrement fort. Tu vois, genre,
c'est dans les goûts les plus forts, c'est du maté affiné, enfin bref. Donc voilà, bon, c'est pas une big news, hein, mais c'est plus l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Ouais, J'essaie c'est un peu de... intéressant, je vais tester. Je vais tester. Et toi, du coup, sur ta semaine, t'as des faits marquants ou... Alors ouais, en fait, il y a un fait hyper marquant, c'est qu'on a un séminaire toute la journée vendredi. Pourquoi? Ouais, Parce qu'on lance le TT à 2 jours semaine, à condition, on pourra peut-être en reparler dans un troisième podcast RH un jour ouais, non plus. Mais en gros, forcément, quand je lance autant de TT, 40% du temps de travail, il y a plein de process qui se mettent en place. Et du ouais, coup, on a pris toute une journée pour représenter tous nos process internes. C'est pour ça que je t'avais proposé d'intervenir sur le netlinking. Mais par exemple, il y a Paul Grillet qui va intervenir, et après, c'est de l'interne. Et du coup, on va repasser en revue tous les process. Donc, premier séminaire qu'on fait comme ça. Et il y a Valentin aussi, Tommy, mon associé sur Concoursup, qui est revenu de d'Indonésie. Donc toi, c'est un peu le même délire que toi, tu vois. Il a pris l'air en Asie pendant 6 mois. Il revient tout frais, tu vois. Et du coup, il revient et il bosse avec moi sur Concoursup. On relance un petit peu le projet. On va lancer le projet prépa physique plutôt que des prépas en ligne l'année prochaine. Ça va être sympa. ok. Ah, trop cool, ouais, effectivement. Il y a de belles choses au programme, là. Trop bien. Euh, Bah écoute, pour entrer tranquillement dans le vif du sujet, on peut peut-être rappeler un peu les objectifs du SEO en e-commerce. Euh, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, quand je pense SEO e-commerce, je pense direct vraiment au mot-clé business. Donc en gros, capter du trafic SEO via les pages catégories, via les pages produits, sur les noms des produits, les noms du type de produit, etc. Où vraiment on sait que derrière c'est des mots-clés, voilà. Les gens qui tapent ces mots-clés-là ont envie de dégainer la carte bancaire et de commander. Est-ce que toi, il y a vraiment autre chose qui te vient en tête? Parce que, bon, c'est un objectif principal. Après, on peut faire autre chose, évidemment. Il n'y a pas que ça. Ouais, alors, nous, sur les cocons sémantiques e-commerce, on a toujours l'arbo catégorie sous catégorie produit, donc c'est ce que tu dis. Ce qui marche aussi en e-commerce, c'est ce que font tous les affiliés, c'est les comparatifs. Donc, c'est pas Ouais. des pages 4. Et avis plus. Ça, c'est toujours dans nos process. Et après, tout ce qui est informationnel, etc., pour nous, on les met un peu plus de Ok. côté, quoi. Ouais, c'est marrant parce que du coup, les pages meilleures, les pages avis, etc., c'est plus des pages à la base d'affi, mais vous, systématiquement, vous les prenez dans Ah, bah, le. si ça marche pour la fille, ça marche pour les marques, hein. Ah bah oui, oui, c'est clair. C'est clair. Mais après, en termes de volume, enfin, en fait, moi, si tu veux, mon avis, c'est que je vais les faire, mais vraiment en temps deux, quoi. Parce qu'en Ouais. termes de volume de recherche, en général, c'est quand même, c'est pas énorme, énorme. Vous les faites direct ou genre plutôt en Non, temps deux? c'est aussi en temps deux, hein, bien sûr. Les pages catégories sont les plus importantes, on va en reparler. Ouais, Produits. ok. Ok, ouais. Ou certaines pages produits, des fois, je sais que, par exemple, là, mon client dans les compléments alimentaires là, naturels, c'est beaucoup les pages, les fiches produits, en fait. Parce que c'est des produits très spécifiques. Genre, je sais pas, spiruline, ce genre de truc où en fait, avoir une page catégorie, c'est pas que ça sert à rien, mais il y a tellement. Enfin, les sites e-commerce en général ont pas 1 milliard de types de spiruline, par exemple. Voilà, je donne spiruline, je connais pas la serpe du mot-clé, donc faut pas me reprendre sur ce point-là, mais en gros, vous avez l'idée. Euh, voilà pour ça. Euh, je vois que tu as noté Quatre versions catégorie du coup, versus c'est produit. là-dessus que tu partais, du coup, j'allais rebondir. Ouais, Je pense que tu as raison, hein, il y a sûrement des intentions de recherche où c'est du produit qui passe au-dessus de la 4 sur des produits très particuliers où en fait il n'y a pas 10 000 produits, quoi. hmm, Et il nous l'a confirmé, Pierre Brouillat. D'ailleurs, je pense qu'on va beaucoup te citer, Pierre, si tu passes par là, puisque voilà, tu as géré des gros sites e-commerce. Mais les catégories, généralement, répondent mieux à l'intention de recherche transactionnelle produit. D'autant plus que c'est ce que nous avait dit Pierre. Il nous avait dit, en fait, tu as le shopping sur la SERP, donc tu as les produits. Et du coup, peut-être aussi Google a intérêt à mettre, plutôt que du produit, remettre un petit peu de 4. Donc, généralement, une 4 répond mieux à l'intention de recherche transactionnelle, ouais. à de rares exceptions, comme tu l'as précisé. Ouais, c'est ça, en fait, ça dépend du type de produit. Effectivement, le gars qui tape t-shirt blanc homme, bon, bah, tu te doutes qu'il a quand même le choix entre différents styles. Il attend pas un seul style précis. Enfin, tu vois. Donc, ça, là, ça fait sens. Mais après, quelqu'un qui tape ashwagandha en poudre, tu vois, par exemple, bon, tu te dis, tu lui proposes un produit, normalement, c'est bon, quoi, entre guillemets. Il n'y a pas 10 000 manières. Mais, euh, mais ouais. Euh, Après, là, enfin, peut-être pour les gens qui nous suivent, vous vous demandez peut-être quelles sont les différences au final entre le SEO e-commerce et le SEO classique? C'est quoi les points de vigilance? On les a un peu évoqués quand même dans le plan rapidement.
Mais c'est vrai qu'en e-commerce, on a des points d'attention précis et spécifiques à ça, à savoir par exemple les filtres. Donc en gros, qu'est-ce que vous faites de vos filtres e-commerce? Est-ce qu'on indexe les filtres ou pas? Pour ceux qui savent pas, mais bon, normalement, si vous nous écoutez, que vous avez un e-commerce, vous savez, mais les filtres, c'est vraiment, vous arrivez sur une page catégorie, bah ok, moi je veux que les robes femmes, je coche femmes et hop, le listing se met à jour en fonction de ça. Bah, faut savoir que ça génère en général des URL, des nouvelles URL, et après vous pouvez choisir de les indexer ou non, etc. Donc c'est ce genre de point de vigilance. Après, il y a tout ce qui est autour du produit aussi, les données structurées. Enfin bref, il y a vraiment pas mal de choses, hein. Donc vraiment les différences SEO e-com, SEO classique. En fait, on va globalement jouer avec les mêmes choses. Le but, ça va être de répondre du mieux possible à l'intention de recherche. Mais là, on va plus parler, par exemple, pour le contenu, en termes de fonctionnalité e-commerce, plutôt qu'en termes de purement texte SEO, même si on aura aussi. Alors que sur du service, par exemple, ce sera vraiment purement présentation, à la limite un quiz, mais voilà. Là, les fonctionnalités e-com vont avoir évidemment beaucoup plus leur place. Après, en termes de netlinking, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus agressif aussi. Enfin, en réalité, ça dépend, tu vois, parce qu'il y a des thématiques comme l'assurance vie ou voilà. Mais dans les thématiques e-commerce, on voit qu'en général, ça bourrine pas mal sur les top pages catégories, tu vois, les top mots-clés en deep linking. Enfin, on en reparlera par la suite. Mais moi, globalement, c'est ça qui me vient en tête. Je sais pas si toi, qu'est-ce que Ouais. t'en penses, en fait, Oui, je de suis ça. complètement d'accord avec toi. Globalement, nous, on a des modèles d'arborescence par type de site et on a 4 types de sites. Ce qui est assez cool d'ailleurs, je pourrais te les partager, Paul, si tu veux faire tes cons sémantiques un peu plus. Comme ça fait gagner du temps en fait. En Ouais, gros, tu as un modèle e-commerce où c'est en gros, c'est ça les principaux silos. Catégories. Après, tu vois, tu as les pages filles, sous-cat, filtres, produits, etc. Le service, c'est du service plus localité. Donc ça n'a rien à voir en termes d'arbo. Le SaaS, donc le logiciel, troisième modèle, c'est du fonctionnalité plus type de fonctionnalité. ouais, Et le troisième, c'est l'annuaire, où là, en fait, tu vas avoir bah, Doctolib, Airbnb, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est un listing plutôt qu'une catégorie, histoire de c'est qu'on ait une petite différence. Puis les produits, pardon, les profils. ouais. Donc en fait, les sites e-commerce ont même déjà de base une arborescence qui leur est propre et qui est la même sur n'importe quel site e-commerce. Pour moi, c'est le gros point. Ouais, Et après, bien sûr, il y a plein de choses, hein. Déjà, la rédaction est beaucoup moins importante sur un e-commerce, puisque logiquement, c'est plutôt de l'UX, un e-commerce. En gros, il faut avoir des produits, un maximum de produits. Une bonne catégorie, c'est une catégorie, comme nous, encore une fois, nous a dit Pierre Brua, avec un max de produits, qui donne un ouais. max de valeur. C'est pas comme dans le service où il faut faire du texte, peut-être un peu plus que. Donc même le contenu est différent. Et le netlinking, ouais, d'après toi, il y a plus de budget sur l'e-com. Ce qui m'étonne pas Bah, parce j'ai l'impression, en tout cas sur les clients e-com que j'ai, c'est des thématiques quand même assez concurrentielles et c'est vrai que ça charbonne pas mal. Là où, par exemple, un pattern de la prestation de service, ça va être plus, peut-être un peu moins de netlinking, mais par contre, un énorme spam sur l'expertise plus la ville, tu vois. Enfin, il y a quand même des patterns, j'ai l'impression. Et ouais, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal poussé, je trouve, le deep linking en e-com. Si on devait tout de suite passer à nos top recos en SEO e-commerce, euh, moi, je commencerai par le tout début, à savoir lister ses mots-clés business. Euh, Parce que, bon, il y a un monde où vous ne le faites pas, mais vous avez des produits qui sont recherchés, vous créez des fiches produits, des pages catégoriques cohérentes, et ok, vous pouvez peut-être ranker un peu quand même. Sauf que lister vos mots-clés business, justement, ça vous permet d'avoir une vision sur quels mots-clés prioriser en fonction du volume de recherche. Et aussi, on en reparlera, pour les filtres, ça va être hyper intéressant de voir quelles déclinaisons de mots-clés business vont être recherchées et donc potentiellement bah, quelle page filtre on va aller venir indexer, quelle sous-catégorie on va venir créer en fonction, etc. Donc ça, c'est la base de la base. Et donc, comment faire? Vous avez la première solution qui est un peu bête et méchante, mais pour des petits e-commerce, ça peut marcher, c'est faire des recherches manuelles. Donc, je vais prendre mon SEMrush, je vais aller dans Keyword Magic Tool, par exemple. Je vais taper, je sais pas, je vends de la spiruline, bah, je vais taper spiruline. Et moi, je vais cocher en gros tous les mots-clés qui me semblent business, et puis je vais les exporter, etc. Et je vais les ajouter à mon étude de mots-clés. Bon, ça c'est bien, mais vous vous en rendez compte, ça a quand même ses limites. Si vous avez
des centaines et des centaines de références, ça va être compliqué. Alors, ce que vous pouvez faire, du coup, en alternative à ça, ou même, bon, vous pouvez faire les deux, hein, c'est des recherches en bulk. Et donc là, il y a plusieurs solutions. En général, la solution qui est la plus simple, c'est de partir, par exemple, d'un catalogue produit que vous auriez sous format, j'en sais rien, Excel ou autre. Vous pouvez faire un tout petit peu de traitement de données avec de l'IA, type vous avez des noms de produits, enfin je sais pas, vous avez des noms de produits à rallonge par exemple, comme des titres un peu de produits Amazon si vous voyez, et vous voulez juste extraire le nom du produit par exemple, vous pouvez demander ça à ChatGPT ou quoi. Et en fait le but c'est qu'à la fin vous ayez vraiment tout votre listing de produits, genre je sais pas, 200 produits comme ça en listing, et que vous les entriez dans un tool qui vous permet justement de copier-coller plein de termes et de voir lesquels, au sein de ces termes-là, ont du volume de recherche, en fait, parmi ces termes-là. Et donc, pour ça, vous avez différentes solutions. Vous avez SEMrush avec le Keyword Overview. Alors, il vaut mieux passer, je crois d'ailleurs, par le Keyword Manager si on veut analyser plus de termes, parce que je crois que c'est limité. J'ai plus la limite en tête, donc je ne vous dirai pas de bêtises. Mais sinon, vous avez aussi le Keyword Planner de Google Ads qui marche très bien pour ça, qui est en plus gratuit, où vous pouvez obtenir des estimations comme ça de volume de recherche et donc copier-coller tous vos termes et puis obtenir du volume. Et ça, en général, pour les gros e-com, c'est ce qu'on va privilégier. Euh, et donc après, il y a quand même un autre axe qui est de voir les mots-clés des concurrents. Si vous avez des concurrents voilà, qui proposent globalement les mêmes produits que vous, bah, autant voir sur quel mot-clé est-ce qu'il rank et peut-être que ça vous débloquera des nouvelles idées que vous n'aviez pas trouvées avant. En gros, c'est un peu moi ce qui me vient en tête. Je sais pas, Antoine, si tu as des ajouts à faire par rapport Ouais. à la recherche de Bah, je mots-clés. te rejoins. La première étape, c'est de en fait construire son arbo, pas se planter sur jusqu'où je m'arrête. De toute façon, on va en reparler sur la longue train commerciale, enfin transactionnelle. Exemple, Ouais, je sais pas moi, admettons que pour prendre un exemple de l'agence, euh, quelque chose qui fait de la location de voitures en annuaire. Ok, donc premier niveau, location plus marque. Location BMW. Deuxième niveau, location plus marque plus ville. Troisième niveau, location plus marque plus, je sais pas, nombre de portes plus ville. Location plus marque plus modèle, donc qui n'est pas la marque, BMW plus un modèle, plus nombre de portes, donc vous aurez compris, nombre de portes, il ne faut pas le faire. Et en fait, jusqu'où on va ouais, en URL en dur, en fait. Donc en fait, en sous-catégorie que vous aurez mis dans votre CMS. Après, on va parler de search dexing qui est très 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 poussé et que moi j'ai jamais vraiment rencontré. Je sais comment en faire. Globalement, c'est de l'outil qu'il faut utiliser pour faire du search dexing. Et ça, c'est une vraie problématique pour les gros, pour les e-commerce qu'il faut se poser le plus tôt possible parce qu'une fois que l'arbo est mis en place, bah, bon courage pour tout repasser dessus, refaire des URL, etc. ouais. Généralement, nous, on recommande un maximum 3 niveaux, tu vois. Location, modèle, marque, modèle, ville. On va pas aller jusqu'à nombre de portes, couleur, type, Ouais, ouais, non, bah après, c'est un etc. peu, effectivement. Mais bah, d'ailleurs, ça vient de me venir en tête, mais pour l'exemple que tu as cité, c'est hyper pertinent. Il y a une fonction toute simple sur Google Sheet. Je sais pas si tu t'en rappelles, Antoine, je te l'avais présenté genre il y a 2 ou 3 ans, je sais plus. Ouais. C'est la fonction égale concat ou concaténer. Vous faites vos recherches, hein, c'est très facile. Et ça, justement, si par exemple, on va reprendre l'exemple du e-commerce que j'avais cité tout à l'heure, où vous avez votre listing de produits. Voilà, vous avez un listing où c'est écrit spiruline, ashwagandha, table basse, j'en sais rien. Bah, vous pouvez concaténer tout ça avec ce que vous voulez. Donc, bah, si c'est du service, ça peut être les villes. Donc vous exportez toutes les plus grandes villes de France. Vous mettez dans une colonne tous les termes que vous voulez concaténer à la base. Donc, je sais pas, imaginons que vous ayez un site qui vend, qui propose plusieurs expertises. Vous pouvez mettre serrurier, plombier, etc. Et vous pouvez concaténer tout ça avec toutes les villes de France en fait en 2 secondes pour obtenir une liste de termes. Donc, avoir serrurier plus toutes les villes, avoir plombier plus toutes les villes, et après les passer dans votre outil pour voir s'il y a du volume. Bon, voilà, en gros, globalement, c'est ça. Ouais. Et ça, bah ouais, c'est très efficace, quoi, en fonction de ce que vous voulez. Si par exemple, tu vois ta question, jusqu'où est-ce qu'on va, bah tu peux justement tester d'aller très loin, très loin, très loin. Et puis à un moment, si tu vois qu'il n'y a plus du tout de recherche, même sur Paris, par exemple, qui est la ville la plus recherchée, si on prend le cas de ville, bah tu peux dire, ok, là, ça sert à rien, quoi. Ouais. Puis il faut pas le faire parce que vous allez diluer votre page rank avec des pages qui finalement ont vraiment pas beaucoup de volume. Donc c'est même une reco, c'est de pas aller trop loin, quoi.
Bah oui, c'est ça, oui, je suis assez d'accord aussi. Même si ça fait du maillage interne après vers les pages mères ou quoi. Moi, tu vois, par exemple, sur mon site, j'ai un exemple, c'est que sur paulbonjon.fr, je suis allé jusqu'à faire, mais c'était pour le fun, consultant SEO plus département. Donc j'ai consultant SEO Haute-Garonne et tout, tu vois. Ouais, ouais. Bah ça, c'est l'exemple de page qui me servent à rien. Alors, je crois, alors pour la petite anecdote, je crois quand même que j'ai capté un leads avec ça, Il y a moyen, hein. avec une de ces pages-là. Mais genre, voilà, un quoi. Bah, sur les sites de services à fort volume, parce que le SEO c'est assez fait, mais genre plombier, je pense toujours à notre cher exemple, la compagnie des déboucheurs qui est vraiment trop bien. Sur la partie Ouais, service, on va vous donner une étude de cas aussi très très bien sur la partie e-commerce à la fin du podcast. ouais, Mais la compagnie des déboucheurs, leur cocon sémantique, c'est ça, c'est région, département et ville, tu vois. ouais. Vraiment, ils ont tout fait, mais après, bien sûr, un peu de bon sens, et si votre thématique elle est très faible en termes de volume, je sais pas, pour vraiment des trucs genre des restaurants, je sais pas, peu importe, des trucs vraiment avec un énorme volume de recherche, ça vaut carrément le coup. Peut-être que pour C'est du clair. service digital, vaut mieux faire juste les 20 métropoles de France, quoi. C'est ça. Mais après, gardez bien en tête qu'il n'y a pas de drame, hein. Je veux dire, si vous allez un peu trop loin, rien ne vous empêche par la suite de vous dire, OK, j'avais créé des pages, par exemple, consultant SEO département, je prends mon exemple. Je regarde dans GSC, est-ce que ça fait des impressions, est-ce que ça fait des clics? Non. Bah voilà, 3 mois après, je décide de toutes les désindexer, de les supprimer ou de les rediriger. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus un drame. Sauf si vraiment vous commencez à créer des milliers d'URL en automatique et tout, mais sinon, en général, c'est pas un drame, quoi. C'est pas très grave. Vous pouvez, si ça vous chante, vous pouvez tester et puis réajuster après, en fait. Je voulais juste préciser ça. Donc ça, c'est pour les recherches de mots-clés. Donc vous avez déjà des premières pistes. Ensuite, on a vraiment le gros point dans nos top reco SEO e-com, qui va être les filtres e-commerce. Alors ça, c'est un peu le point. Je vais me noter aussi pagination juste après, parce que c'est un peu similaire quand même, il faut qu'on en parle. Les filtres e-commerce, tout l'enjeu, c'est de se dire, est-ce qu'il y a du volume? Pour moi, c'est vraiment que ça. C'est en gros, bon, pour situer, parce que là, c'est un format podcast, même ceux qui ont la vidéo, on fait pas de partage d'écran ici. Mais en gros, imaginez, là, vous arrivez sur votre page t-shirt blanc homme, sur la page catégorie, avec un listing de plusieurs t-shirts. Ok. Vous avez donc à gauche, comme je disais tout à l'heure, souvent c'est sur la gauche, vous avez des filtres. Genre, je sais pas, t-shirt taille S, t-shirt de la marque Carhartt, etc. Quand vous cliquez sur ces filtres-là, je fais un rappel, ça fait pas de mal. En général, ça génère des URL. C'est-à-dire que vous allez passer, si vous cliquez sur la marque Carhartt, par exemple, votre URL, ce sera plus nomdedomaine.fr slash t-shirt homme blanc. Ce sera nomdedomaine.fr slash t-shirt homme blanc, point d'interrogation, brand égale Carhartt, par exemple. En gros, ça fait ça. Donc, c'est une URL qu'on appelle query. En général, comment ça se passe, c'est que les CMS, de manière automatique, ils canonisent ces pages-là vers les pages classiques, donc vers l'URL classique sans le point d'interrogation, etc. Donc là, pour ceux qui sont un peu perdus, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une canonique. C'est pas très compliqué à comprendre. En fait, c'est une indication qui dit à Google, tu te trouves actuellement sur la page t-shirt homme blanc, point d'interrogation brand carte. Mais en gros, cette page-là n'est qu'une version entre guillemets un peu dupliquée de la vraie page sans le point d'interrogation. Et donc, je souhaite que tu indexes la page sans point d'interrogation, mais que la page carte, en gros, tu ne l'indexes pas. Bon, voilà. Ça, c'est... Si, encore une fois, si vous êtes un peu perdu là-dessus, vous tapez Canonical SEO dans Google ou Canonic, peu importe, et vous allez trouver de la documentation officielle de Google sur le sujet. Voilà, c'est pas un drame. Mais en gros, voilà, donc par défaut, les URL un peu filtres comme ça, elles sont souvent canonisées. Donc ça empêche, en théorie, parce que Google ne respecte pas non plus dans 100% des cas l'indication, mais en théorie, ça les empêche d'être indexés. Euh, Sauf que des fois, bah, en fait, ces pages-là peuvent être pertinentes. Parce que la page, par exemple, t-shirt, euh, t-shirt homme blanc carte, bah, si ça se trouve, justement, t-shirt blanc, j'ai du mal, t-shirt homme blanc carte, ça va être un mot-clé qui va être recherché, hyper intéressant, business, et vous, votre page filtre, ça fait en l'occurrence une page qui répond mais pile poil à l'intention de recherche parce que vous arrivez sur un listing produit avec que des t-shirts blancs pour hommes de la marque Carte. Et donc dans ce cas-là, on peut se dire, ok,
ce filtre-là, on l'indexe. Donc après, il faut se débrouiller avec son CMS, mais en gros, souvent, ça va résulter en le fait d'enlever l'attribut, le lien en fait canonique, et de rendre la page autoréférente, enfin canonisée sur elle-même. Bon, bref, encore une fois, vous pouvez faire vos recherches si ça vous intéresse. Mais voilà, bon, en gros, c'est un peu ça. Ouais, T'as franchement, pour très moi, très c'est ça. bien expliqué. T'as très très bien expliqué quelque chose qui est, je pense, C'est assez très peu, relou. enfin, mais ouais, souvent les gens ont du mal à comprendre ça. En gros, pour reprendre un Clair. exemple simple, un produit. Vous êtes sur la page produit de Nike, modèle Air Force One. Quand vous allez cliquer sur la page, vous allez choisir la taille de pointure, 42, 41, peu importe, et que vous allez choisir la taille de couleur, blanche, noire, etc. Ça sera la Ouais. même page en fait. Parce qu'il n'y a qu'une requête importante qui va être tapée sur Google, et c'est là-dessus qu'il faut être premier, c'est Nike, plus le modèle, plus la marque. Voilà. Et donc en fait, vous avez tout intérêt à canoniser. Cependant, il y a, comme disait Paul, certaines requêtes où en fait le volume est très intéressant. Exemple, Ouais. pour reprendre cet exemple, voilà. Admettons qu'il y a énormément de volume sur la couleur noire. Tu peux te dire, ok, je vais peut-être plutôt que canoniser, et juste mon objectif, c'est être premier sur la grosse requête Nike plus le modèle plus la marque plus modèle, pardon. Je vais essayer d'aller chercher également les couleurs. Ouais. Sauf qu'en faisant ça, vous tirez une balle dans le pied pour la grosse requête qui est modèle plus marque, la page mère, quoi. Donc c'est un choix aussi qui doit être fait. Par exemple, Nike, Adidas, etc. canonisent. Ils vont pas indexer leur page couleur. Ou alors peut-être qu'ils peuvent le faire intelligemment et créer peut-être des articles de blog un peu plus, voilà, un peu plus annexes. Mais par contre, la page produit, leur objectif, c'est marque plus modèle. Ouais, en général, ouais, c'est vrai. Et donc on retrouve exactement cette question, ce process-là sur les pages catégories. Et tu as très bien expliqué aussi les URL query, etc. Parce que personne ne comprend rien. Tu te dis, est-ce que c'est indexable ce truc, etc. Donc non, en fait, c'est pas indexable parce que justement, l'intérêt, c'est d'indexer la page mère et pas les pages filtres qui sont les pages filles, quoi. C'est ça. Mais après, c'est un truc que tu peux changer. En fait, comme je disais, par défaut, les CMS font en sorte que, en gros, pour simplifier, toutes les URL où il y a un point d'interrogation, en général, il y a une règle automatique qui fait qu'elles sont canonisées sur les versions sans point d'interrogation, quoi. Donc, en gros, ça, c'est la base. Mais après, en tant que tel, les URL, query, point d'interrogation comme ça, elles sont pas non indexables, quoi. C'est vraiment juste les CMS qui font leur job là-dessus. Mais après, vous pouvez les rendre indexables si justement bah, vous jugez que c'est pertinent et qu'il y a du volume. En gros, c'est ça. C'est est-ce que sur le filtre, il y a une requête avec de la volumétrie, du volume de recherche qui est associé? Oui, bah pourquoi pas l'indexer? Et on reparlera du surindexing après, mais c'est exactement la même logique. Non, bah ça sert à rien de l'indexer en fait. Et après, les deux, par contre, les deux peuvent être indexés, hein. C'est-à-dire que vous avez votre page mère t-shirt blanc pour homme, vous avez t-shirt blanc pour homme de la marque Carte. Les deux peuvent être indexés, hein. L'URL mère, si elle est canonisée sur elle-même, elle peut être indexée. Et puis pareil, l'URL un peu filtre fille de la marque Carte, bah, si vous la canonisez sur elle-même, c'est pareil, elle sera indexée. Enfin bref, je pense qu'on va fermer cette parenthèse parce que c'est quand même assez technique. Encore une fois, je le rappelle, vous tapez Canonical SEO dans Google si vous voulez plus de détails, ou vous nous demandez, vous nous envoyez un MP. On y répondra avec plaisir, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est un truc à part entière, quoi. C'est vraiment un gros point. Donc après, on a aussi la pagination. La pagination, c'est un peu le même délire. En gros, la question, c'est quand je tape. Alors, déjà, il y a la question de t-shirt blanc. On va reprendre ça. T-shirt blanc pour homme. Moi, j'ai 150 références produits. Ok, comment je me débrouille? Est-ce que je mets les 150 sur la même page? Est-ce que je mets 30 par 30 et puis à chaque fois, il faut cliquer sur page 2, page 3? Déjà, c'est la première question. Ça, je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine, mais moi, je fais beaucoup. Enfin, je regarde souvent ce qui rank déjà sur la SERP. Je dirais qu'en général, plus tu as de références produits affichées, mieux c'est. Mais bon, si je vois que les concurrents en font moins, on peut aussi se dire pourquoi pas en fait en mettre que 20, 20 par 20.
pour pas que la page soit trop lourde aussi. Enfin, c'est un peu la question de. Bah, je sais pas ce que t'en penses, toi, Antoine, ce serait intéressant d'avoir. Ouais, alors là-dessus, moi ce que je pense instinctivement, mais il faudrait que je pousse une étude de cas là-dessus. En gros, tu prends 10 grands comptes et tu regardes ce que c'est, si vous voulez la Ouais, réponse bah, c'est ça, hein, ouais, ouais. exacte. Mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est avoir un nombre de produits pas trop élevé non plus pour pas trop défoncer tes performances et pas trop faible pour avoir justement un maximum de valeur à l'intention de recherche. Et donc peut-être qu'en effet, entre 10 et 30, je pense que c'est un nombre correct. D'ailleurs, souvent, sur les gros e-commerce, il y a 4 produits par ligne sur desktop. Donc pareil, c'est des choses qui peuvent être analysées. Tout ça, c'est pas fait par hasard. Tous les plus Ouais, gros, c'est clair. généralement, voilà, si vous voulez la finalité d'années d'A/B testing, allez voir ce qu'ils font. Ouais, Et clairement. les plugins de pagination intégrés au CMS ou etc. ont une balise dont je me souviens plus, mais qui, je pense, alors le process, en gros, ce que ça fait, je pense, ce qu'il faut, c'est que ça canonise à peu près la même chose, quoi. Il faut pas que les pages 1, page 2, page 3 s'indexent, parce que vous allez avoir la même requête cible. Donc surtout ne Ouais. pas indexer. Et globalement, il n'y a même pas besoin de faire de manip, hein, tout est fait automatiquement. D'ailleurs, la balise, je sais pas si tu l'as, mais c'est pas la balise canonique, c'est une balise Ah, pagine. mais oui, non, tu veux dire la balise rel prev, rel next? Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Ouais. Alors ça, par contre, à vérifier, mais il me semble que c'est plus pris en compte par Google depuis quelques temps. J'avais vu passer ça, alors bon, on pouvait toujours le faire, parce que je crois que ça reste utile pour les autres moteurs de recherche, par exemple, mais je crois que Google les prend plus en compte. J'avais vu passer cette info-là. Et, euh, et ça, en fait, ça va pas jouer forcément sur l'indexation de vos pages de pagination, mais c'est plutôt pour indiquer à Google, voilà, enfin c'était pour indiquer à Google, voilà, il y a la version, enfin il y a la page d'avant c'est ici, la page d'après c'est ici, pour qu'ils puissent les découvrir. Par contre, ouais, moi ce que je vous recommande, pour moi la reco c'est vraiment de se dire, en gros, on canonise toutes les pages de pagination sur la première page de pagination en fait. Donc la 2 canonisée sur la 1, la 3 canonisée sur la 1, la 4 canonisée sur la 1. Bref, comme tu l'as dit, en fait, c'est exactement ce que tu as dit. La finalité, c'est d'avoir que la première page qui va être indexée, puisque les autres, enfin, c'est de la duplication de contenu, entre guillemets, enfin, c'est pas les mêmes références, mais comme tu l'as dit, il faut pas qu'elle se tire la bourre sur la requête t-shirt blanc pour homme, quoi. Enfin, ça sert à rien. Donc ouais. En gros, retenez canonisation. De toute façon, en vrai, je peux checker en live, hein, mais je crois que vraiment, rel prev, rel next, SEO, je crois que par Google, c'est plus pris en compte. J'avais vu passer ça. De toute façon, tous Euh, les CMS e-commerce, hein, la plupart des gens sont sur des CMS, pas tous, bien sûr. Mais tout ça, c'est ouais. intégré, hein, vous n'avez rien à faire, hein. Bon, alors la documentation de Google sur rel next, rel prev, elle date de 2011, donc si tu veux, je sais pas, ça doit pas être à jour. Mais j'avais vu, bon après, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça honnêtement. Il faudrait que je le retrouve. Mais bon, je pense pas que ce soit fondamental. Mais par contre, canonisation, on peut faire ça. C'est bon, Euh, ça se fait naturellement, mais par contre, si parce que vous êtes en code en dur ou que vous avez fait un truc bizarre, bah oui, c'est un truc qu'il faut corriger de toute urgence, quoi. ouais. Alors ça se fait naturellement. Ouais, en général, je suis d'accord, hein. C'est vrai que dans 90% des cas, les CMS le font bien. Tout comme je disais, les URL query qui sont canonisés là sur l'URL de base, etc. Mais ouais, toujours à vérifier, franchement. Mm. Franchement, ça vaut le coup de vérifier comment c'est fait parce que selon les CMS, ça peut varier. Mais voilà, en gros, pour la pagination, c'est globalement ça qu'on dirait. Donc, si on devait résumer, on dirait, voilà, essayer d'avoir au minimum 10 produits par page, jusqu'à peut-être 30. Après, bon, à vérifier selon ce que les top acteurs de votre thématique font, ou même les top acteurs e-commerce sur d'autres thématiques. Euh, et toutes les pages au-delà de la page 1, en fait, la canoniser sur la page 1, justement. Ce serait vraiment la reco. Après, il y a peut-être quelques rares cas où ce qu'on dit, c'est pas vrai, mais là, comme ça, je vois pas, honnêtement. Dans quel cas, ce serait utile de tout indexer, par exemple. Sauf si, bah non, parce que la requête change pas en général. Donc non, non, franchement, franchement non. Euh,
Alors après, on a l'importance du fil d'Ariane. Est-ce que tu veux en parler, Antoine, un petit peu de ce point-là? Tac, petite interruption dans le podcast pour vous rappeler évidemment que cet épisode est sponsorisé par Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter des backlinks à partir de 7 euros, donc vraiment low cost. Des liens low cost mais efficaces, c'est pour ça qu'on les recommande. Et vous avez notamment aussi une fonctionnalité qu'on adore qui est la délégation de campagne. Donc vous pouvez dire à Linkuma, voici mon site, voici les mots-clés sur lesquels je souhaite me positionner, voire même ne pas leur donner de mots-clés, et eux vont se charger de mener à bien en fait une campagne de netlinking qui va vous pousser sur des mots-clés vraiment stratégiques. Donc si ça vous dit, vous avez évidemment un lien d'affiliation qui se trouve en description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous créer un compte et vous faire votre propre avis, sachant que comme c'est une plateforme qui propose des backlinks à des prix vraiment accessibles, vous pouvez très bien tester à hauteur de 30 euros, donc, ou même 10 euros, ou même 7 euros si vous souhaitez acheter un seul lien le moins cher. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est les tops acteurs du marché, ils sont très très cool, si vous avez besoin d'eux, ils sont très disponibles au support, etc. Et surtout, leur campagne pousse très très bien. On en a fait les frais personnellement, donc franchement, c'est vraiment chouette. Donc allez-y et on reprend tout de suite avec le podcast. Bah, alors, du coup, pareil, les e-commerce, généralement, ils ont des très bonnes URL, des chemins d'URL très clean, catégorie, sous-catégorie, produit. À part si Ouais. vous utilisez un CMS qui n'est pas fait pour le e-commerce ou que vous faites les choses à la main. Exemple, un WooCommerce, ça peut partir en cacahuète. Et donc, vous avez la possibilité de faire des fils d'Ariane très très clean, même en extra enrichi, on en avait parlé sur un dernier podcast. Voilà. Super important le fil d'Ariane, c'est une des premières balises qui est lue par Google sur chaque page, c'est tout en haut. Et ça indique toute l'arborescence, tout le maillage, etc. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis surtout, c'est une manière hyper simple d'automatiser son maillage interne. Euh, Parce que vous le savez, ce qui est important en maillage interne, c'est d'obtenir des liens internes thématisés. Donc en gros, si vous voulez pousser une page B, il faut obtenir des liens depuis d'autres pages qui sont sémantiquement proches, quoi, qui sont sur des thématiques très proches, qui citent des mots-clés similaires. Et donc ça, en général, ça fait très bien le taf parce que tout simplement, vous avez toutes vos pages filles, par exemple, enfin, entre guillemets, les pages filles, donc les fiches produits, qui font des liens vers leur page mère. Donc vraiment, la thématique, c'est la même. Si vous avez une table basse Ikea noire, eh ben, elle va faire un lien vers la page catégorie table basse. Donc vraiment, c'est littéralement parfait. En plus, c'est un lien qui, en général, se retrouve en haut de la page, puisque du coup, le fil d'Ariane est souvent en haut de la page. Hein. Il y a des cas où c'est pas en haut de la page, mais c'est quand même assez rare. Et bon, en théorie, enfin selon la théorie pure et dure, je dis pas que c'est vrai, mais les liens en haut de page pousseraient peut-être un peu plus. Je mets tout au conditionnel évidemment, parce que c'est de la pure théorie. Mais voilà, donc franchement c'est cool, ça permet de faire des liens internes et bah, plutôt facilement. Et en plus, c'est des liens internes qui sont pas menu principal, qui sont pas footer. C'est vraiment des liens qui sont dans le body de la page. Donc franchement, c'est plutôt cool. Ça fait un peu comme si c'était des liens sur mesure, quoi, on va dire. Après, ça ne vous empêche pas pour autant de recréer des liens depuis les paragraphes de ces mêmes pages, même si elles ont déjà un lien fil d'Ariane. Mais en tout cas, ça permet de le faire de manière automatique et ça, c'est vraiment chouette. Et même moi, pour mes pages, bah, je vais encore citer pauljonjon.fr, mais bon, voilà. Hein. Bah, c'est pareil, ça m'en fait de manière automatique, donc c'est plutôt cool vers mes top pages, freelance SEO, agence SEO. Donc franchement, on crache pas dessus. C'est vraiment trop bien. Voilà pour ça. Le dernier point qu'on voulait aborder, c'était les avis dans les SERP. Donc ça, c'est très simple. C'est des données enrichies qui passent dans 100% des cas, selon nos expériences, on en avait déjà discuté. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est comme le nom l'indique, avoir des étoiles dans les SERP. Hein, donc vraiment, vous tapez, vous regardez, vous vérifiez l'indexation de votre page catégorie, vous vous rendez compte que elle apparaît bien sur votre requête et qu'en plus vous avez des petites étoiles, etc. La plupart des sites e-commerce, honnêtement, en ont. Ça se fait en obtenant une donnée structurée de type produit avec la propriété aggregate rating et en renseignant la note moyenne, le nombre de notes, etc. Tout ça, vous le renseignez donc en code, c'est dans une balise script HTML et dedans c'est du JSON LD et vous le mettez dans le head en fait de votre page. Et globalement, soit vous le faites manuellement, mais si vous avez un e-com avec beaucoup de pages, bonne chance. Soit vous avez plutôt des plugins ou des applications Shopify par exemple qui se chargent de le faire tout seul. Et c'est la solution qu'on vous recommande parce que sinon c'est vite barbant. Et donc si vous voulez générer le code rapidement, vous pouvez aller sur un outil qui s'appelle, vous tapez dans Google Technical SEO Structured Data. Et vous allez tomber sur un outil qui vous permet de le faire assez rapidement. C'est des champs à remplir et puis ça vous génère le code, vous le copiez-collez.
si jamais vous voulez utiliser la méthode, on va dire manuelle, quoi. Voilà pour ça. Est-ce qu'Antoine, tu avais des choses à ajouter peut-être là-dessus? Non, franchement, là-dessus, je pense que tu as tout dit, hein. J'ai essayé de tout dire. C'est ce que Ouais. j'ai essayé de faire. Ok, alors tu avais noté, tu sais, arborescence des 4 sous 4 filtres, jusqu'où aller, mais je pense qu'on y a déjà un petit peu répondu, je sais pas ce que Ouais. t'en penses. Complètement, on a complètement répondu. Pour moi, c'est un des sujets les plus importants et des plus difficiles. Alors là-dessus, il y a peut-être un détail à ajouter. Il faut qu'il y ait du volume, il faut aussi qu'il y ait suffisamment de produits par catégorie, parce qu'on n'indexe pas une page avec moins de X produits. Vous imaginez la Ouais, valeur n'est pas bonne. À ce niveau-là, encore une fois, Pierre Bruat nous a expliqué que, selon son expérience avec énormément de volume sur deux grands comptes qui sont Cdiscount et Mano Mano, il en a conclu qu'il fallait environ, au minimum du minimum, je crois qu'il nous a dit 4 ou 3 produits. Donc vous voyez, on est déjà sur de la très longue traîne. Imaginez un Cdiscount, ça veut dire qu'on est vraiment dans du filtre, quoi. On va bah avoir là, 6 ouais. produits. Donc voilà, juste petit aparté, je sais pas si toi tu voyais autre chose. On va peut-être parler de Search Dexing, on n'en a pas trop parlé. Ouais, bah du coup, ça fait un peu le lien avec le search indexing, parce que c'est vrai que ce qu'il nous avait dit par rapport à ça, c'était assez lié enfin, c'était aussi lié au search indexing, il me semble, de mémoire. Mais donc, je sais que t'aimes bien le search indexing, alors peut-être je te Bah, laisse t'en occuper. c'est surtout que je crains le Search Dexing. Parce que je sais Ah pas bon? le faire et j'ai l'impression que c'est une usine à gaz. Parce que tu imagines un Search Dexing, combien d'URL ça va te sortir? Ah Pour un bah oui, grand si tu le paramètres mal, c'est le Je bordel. pense que c'est très très risqué, qu'il faut savoir très très bien le faire et que c'est très très technique. D'ailleurs, Ouais. que ce soit sur voilà, ces Discount Mano Mano et d'autres marques, hein, c'est des outils internes, hein. C'est pas des outils genre des widgets, plugins, vous voyez ce que je veux dire. Tellement Ouais. c'est spécial, enfin c'est particulier à mettre en place. Il y a cependant des outils qui peuvent être utilisés. Donc je pense, alors j'espère que je vais me souvenir du nom. Je sais pas si tu te souviens du nom. C'est des Belges qui nous a dont il nous a parlé. C'est Si je Pierre pense pas. Buet qui nous l'avait recommandé, non? Ouais. Mais c'est pareil, j'y pensais, mais j'ai plus le nom en tête, Ouais. malheureusement. Ouais, là, tu auras une très très bonne mémoire. Des fois, tu m'étonnes sur la mémoire des prénoms, etc. Mais là, ça aurait été pareil. C'était encore un niveau au-dessus. Mais À premier degré, je trouve que j'ai une bonne mémoire sur certains trucs, parce que j'ai l'impression que je zappe énormément de choses, moi. bah, sur les prénoms, à chaque fois, toi, tu te souviens des prénoms et des noms. Et moi, j'oublie tout le temps. Tu vois. Donc, en vrai, t'as une meilleure mémoire que moi, c'est Bah, sûr. je pense que c'est une mémoire sélective, parce que je te jure, je vais pas raconter ma vie, mais il y a des trucs en perso que je zappe, mais totalement. Mais oui, je pense qu'il y a des trucs qui me marquent et que je me souviens, genre en mode, cette info peut être vraiment utile pour moi, alors je m'en souviens. Genre le nom d'un mec sur Twitter ou quoi, mais ouais. Donc le deuxième outil qui peut vous permettre de faire ça sans avoir à avoir non plus une montagne de techniques à mettre en place, ça s'appelle DoFinder, que pour le coup j'aime beaucoup et qui est utilisé aussi par des grands comptes. Donc là pour le coup bah, c'est un peu le leader, hein. Vous pourrez regarder ça, vous allez voir les refs, etc. C'est le leader pour le coup. Si vous voulez aller avoir la ref de l'outil belge, bah écoutez, désolé, mais il faut aller sur le podcast avec Pierre Bruat, chapitrage, et voir un petit peu comment Voilà, on parle de Search Dexing, de ouf. qui doit être beaucoup moins cher. Le problème de ce genre de choses, c'est que vous dépendez d'une tech et vous allez plus jamais pouvoir en sortir. C'est comme des Weglot pour de la trad, etc. Donc c'est très bien pour des petits projets. Un Cdiscount, un Leroy Merlin, un Decathlon n'a aucun intérêt à à partir par des outils comme ça. Parce que bah, si l'outil demain il augmente x10 ses prix, bah, ils vont devoir payer x10 s'il fait faillite, etc. Donc ils sont morts. Donc c'est pour Ouais. ça qu'en fait, bizarrement, tous les grands comptes font tout à la mano. Ils vont pas utiliser un plugin pour traduire un site, ils vont pas utiliser un plugin pour faire du search indexing. Mais bon, je sais que parmi les auditeurs, il y a pas mal de freelance, d'éditeurs de sites, etc. Donc à voir si sur ce genre d'outils. Je précise, hein, du search indexing, ça sert à rien d'en faire si vous avez moins de, je sais pas, entre 10 et 100 000, peut-être même 200, 300 000 produits, quoi. Ça veut dire que vous Ouais, allez avoir énormément de long train catégories. c'est ça. Comme on l'a dit, il faut au moins 3 à 4 produits par catégorie pour que ça vaille le coup. Donc ça concerne en réalité très 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 peu de projets. Pour moi, c'est quasiment que du grand compte. Ouais, parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Pierre Bruat, si on devait définir rapidement le search indexing, parce qu'il y en a peut-être qui savent pas, mais en gros, c'est quand vous avez un moteur de recherche interne sur un site, donc vraiment la barre de recherche sur un site spécifique, c'est de décider d'indexer ou non les résultats de certaines requêtes. Donc, par exemple, vous êtes sur un site de mode, vous tapez, bah ouais, vous voyez le mot-clé tout à l'heure, t-shirt blanc, homme, carte, par exemple. Bah, si quelqu'un le tape dans le moteur de recherche, peut-être que ça va vous sortir un listing dynamique
qui se crée de toutes pièces, entre guillemets, hein, et qui est pertinent, qui répond à l'attente. Et donc là, c'est pareil, c'est la même chose que les filtres e-commerce. Votre URL, ça va être mondomaine.fr, point d'interrogation, search égale, et puis là, le terme de votre recherche, quoi, en gros. En gros, ça va vous générer une URL, en général, qui, par défaut, va être plutôt canonisée ou non indexable dans tous les cas. Et donc là, vous pouvez vous dire, est-ce qu'on indexe, oui ou non, cette URL-là? Et c'est vraiment exactement la même logique que pour les filtres. C'est vraiment exactement pareil. C'est là où il y a du volume, on se dit que ça peut être intéressant d'indexer, comme ça on rank sur de nouvelles, de nouveaux mots-clés auxquels on répond parfaitement aux attentes des internautes, en fait, pour lesquels on répond parfaitement aux attentes. Versus, justement, si on ouvre toutes les vannes, entre guillemets, c'est-à-dire que tous les termes qui sont recherchés souvent sur le site, ça va indexer en fait des URL, mais qui vont peut-être être peu qualitatifs, qui vont pas être liés forcément des termes qui sont recherchés sur Google, et donc qui servent à rien, quoi. Donc en gros, voilà, c'est un peu le truc. Et donc Antoine vous a parlé de solutions qui existent. Oui, bon, je vais pas redire ce que tu as dit, mais comme tu as dit, effectivement, il y en a beaucoup qui ont leur techno interne. Et on a aussi 2-3 outils qu'on connaît, notamment DoFinder dont tu parlais juste avant, qui est plutôt cool a priori. Donc voilà pour ça. Mais après, bon, spoiler, si vous avez un petit e-commerce, ça vous concerne pas trop. On va dire que là, c'est plutôt pour augmenter, c'est un petit bonus, enfin, même un gros bonus, pour augmenter sa couverture de mots-clés d'un coup. Il faut vraiment que ce soit très réfléchi sur les termes à exclure, sur quels mots-clés est-ce qu'on ouvre ou pas. Ça peut vite fait être le bordel, comme tu dis, Antoine. Oui. C'est pas pour rien que tous les CMS ont nativement une canonique sur les Oui, genres de requêtes. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en fait c'est très, très, très risqué aussi. Il faut faire très attention lorsqu'on fait ça. Mais ouais, là-dessus, si vous voulez vraiment pousser l'analyse, de toute façon, c'est pas quelque chose qui se met en place comme ça. C'est des choses qui nécessitent des workshops, des formations. C'est pas, c'est clair. je pense que c'est le sujet le plus technique abordé sur ce podcast et peut-être même globalement du SEO. Ce genre de choses qui peut être appliqué aussi à d'autres choses, hein. Un annuaire qui a énormément de pages filtres, tout ça, forcément, c'est des questions qu'on peut se poser sur quasiment toutes les thématiques. Ouais, clairement, c'est assez poussé. Ouais. On va rapidement passer sur l'informationnel. En gros, quelle est la place de l'informationnel dans une stratégie SEO e-commerce? Moi, je vois directement deux axes. Quand je pense à SEO informationnel, je pense à article de blog. On va vous dire si, selon nous, c'est utile ou pas. Si oui, comment le faire. Et aussi le contenu informationnel qu'on peut venir déployer sur nos pages business. Donc, nos pages plutôt fiches produits, pages catégories. Pour commencer avec peut-être les articles de blog, je sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais moi c'est un peu, tu parlais un peu des mots-clés genre meilleur produit, marque plus avis, enfin ce genre de truc. Pour moi c'est un peu pareil, les mots-clés informationnels, ça peut être intéressant en temps de, tu vois. Une fois que tu as ciblé à peu près tous tes mots-clés business, tu peux te dire, ok, je pars sur de l'informationnel. Et là, par exemple, moi, mon client dans les super aliments, on fait en sorte de se positionner sur des guides informationnels sur le nom des plantes. Parce que quand tu tapes, par exemple, ashwagandha dans Google, ce qui va ranker, en tout cas aujourd'hui, c'est des guides informationnels sur qu'est-ce que c'est quoi les bienfaits, quelle posologie, donc combien en prendre par jour, enfin tout ça, quoi. Vraiment un guide complet. Donc ça, c'est notre objectif. Donc ça, c'est l'informationnel, on va dire, clairement le plus ciblé, quoi, parce que c'est un nom de produit, c'est juste que Google fait remonter de l'informationnel. Mais après, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Si par exemple, je reprends l'exemple de mon client, là, Mossids, qui vend des super aliments, on a différents bienfaits par produit vendu. Par exemple, je sais pas, amélioration du sommeil. Vous pouvez très bien faire un article sur les meilleures routines pour améliorer son sommeil. Et puis dedans, glisser un lien interne vers, je sais pas, la mélatonine que vous vendez, par exemple, parce que c'est un complément qui aide au sommeil, quoi. Donc voilà, ça c'est pour aller un peu plus loin. Et après, en fait, vous pouvez faire ça quasiment à l'infini, quoi. C'est-à-dire que des thématiques informationnelles, vous pouvez dézoomer jusqu'à limite, j'en sais rien, parler de bien-être ou j'en sais rien, pour au final vendre un produit sur le sommeil. Enfin bref, vous pouvez partir très très loin, presque à l'infini. Donc c'est vraiment pour moi en temps 2, et ça permet surtout, en plus de ranker sur des mots-clés quand même un minimum intéressant et de générer des conversions mine de rien, ça permet aussi de faire du maillage interne après vers vos top pages business, quoi. Donc vos top pages catégories, etc. Et donc pour moi, c'est du win-win, c'est super. Mais voilà, je dis toujours les mots-clés business en premier quand même, parce que c'est eux qui vraiment vont apporter le plus de rentabilité, tout simplement.
Je sais pas ce que t'en penses, Ouais, Antoine. je te rejoins. J'ai quand même des études de cas à l'agence qui marchent très bien en informationnel sur du e-commerce. Ouais, bah ouais. Exemple, dans la thématique cosmétique, on va avoir l'intention de recherche qui est blog, hein, problème, et du coup, toi, tu as la solution. Exemple, bouton plus un endroit où tu as des boutons, ou tu vois, un truc comme ça, ou je sais pas, cheveux Ouais, ouais, secs. c'est clair, ouais. Tu vois, cheveux secs, une marque de shampoing, elle rentre dessus, ça va lui apporter pas mal de business, tu vois. Donc le Bah problème ouais. solution est assez bien. D'ailleurs, peut-être qu'on va se mettre à rédiger des articles de blog, comment, tu vois, avoir plus de, enfin le problème, quoi, comment, voilà. Parce que en effet, c'est quand même intéressant, même en termes de volume. C'est beaucoup plus gros souvent. Enfin, c'est quand même très très gros, hein. Le problème, souvent, ça fait pas mal de trafic. Je l'ai dans la thématique cosmétique pour le coup. La thématique cosmétique, le problème solution marche très très fort. Après, là, on va faire de l'informationnel, même si en effet, ça passe dans un temps deux, sachant que c'est de la rédaction, alors que je le répète, mais l'arbo transactionnel sur e-commerce, ça demande pas de contenu, hein, quasiment, hein. Vous pouvez toujours rédiger des HN en bas d'une page catégorie, en bas d'une page produit, mais bon, il y a un moment, ça sert pas à grand chose, hein, c'est vraiment pas le 20-80. Donc bon, c'est toujours bien aussi d'avoir de la rédac, de la sémantique et tout. Nous, on a avis plus produit ou plus concurrent qui peut fonctionner. Ouais. Meilleur plus, je parle de la transactionnelle, produit plus ville, pour des gens qui Ouais. veulent acheter en magasin. Et après, problème-solution, glossaire. Bon, après, voilà, il y a pas mal de typologies transactionnelles qui peuvent ressortir. Et produit plus ville, tu cibles ça avec des pages HTML classiques ou des GMB? Parce que je me dis, l'intention de recherche, elle doit être vachement orientée fiche Google, itinéraire, tu sais. Bah non, produit plus ville, généralement, ça va être des comparatifs. Par exemple, je sais pas si tu mets polo plus couleur, enfin plutôt polo plus ville, tu vois. Genre, tu vas acheter un polo, tu sais pas trop dans quel magasin aller, quelle marque choisir. Et ben en fait, tu vas avoir un comparatif de boutiques, de marques. Un, 2, 3, 4 restaurants plus chinois, plus, bon là on est sur du service, plus ville, tu vas avoir un comparatif, etc. Et il y a du volume Alors, là-dessus. je suis désolé Antoine, t'as faux, parce que là, j'ai tapé Polo Lille et c'est Volkswagen Polo. Alors, on Ah, n'est même pas sur du vêtement. c'était pas le bon exemple. Mais attends, je sais pas s'il y a pas je les ai vus, les sites, ils font Non, de mais l'affiche. je mets t-shirt Lille, voilà. T-shirt Lille, ça a marché. Ça. Ouais, bah t-shirt Lille, par exemple, j'ai pas mal, j'ai du GMB, puis après c'est des enfin ouais, des pages. Mais Des c'est pas pro- forcément des comparatifs, mais j'avoue que le comparatif doit être pas mal, genre top 10 des vendeurs de t-shirts à Lille, en gros. Ouais, bah alors ça veut dire que sur cette requête-là, il y a personne qui a fait l'intention de recherche. Parce qu'en Ouais, réalité, elle répond mieux à l'intention de recherche, le côté produit plus ville. Après, c'est pas des gros volumes de recherche, hein. Ce qu'on vous donne, c'est des petites choses à actionner. ouais, non, mais t'as raison, hein, c'est toujours On ça le cherche prix. toujours à prendre du page rank pour faire ranker les pages importantes et tout. Et en plus, c'est Ouais, transactionnel pour le coup, c'est commercial. Mais ouais, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi bien dans le service que dans le produit. Bon, bah, clairement, la ouais, c'est clair. localité fonctionne 100 fois plus dans le service, hein. C'est pas du tout. Bah ouais, c'est ça, parce qu'en fait, si je te pose la question, c'est parce que moi, sur mon site de Way, Temple de la Way, si vous regardez le footer, j'avais fait Way plus ville, justement, Way Paris, Way Lille et tout. Et Ouais, pareil, j'avais fait ça, en fait. les Mais bon, meilleurs. moi, c'est un site d'affi, mais c'est pareil. Et ça m'avait apporté quand même du trafic un petit peu. Mais c'est vrai que sur ces requêtes-là, en général, c'est Google My Business, enfin, c'est l'encart Google Maps qui va ranker en premier. Et je pense que c'est l'attente principale, quoi. C'est de se dire, vas-y, je suis à Lille, il me faut des t-shirts, je tape t-shirt Lille, ok, il y a ce magasin-là, itinéraire, j'y vais, puis voilà. Ouais. Mais ouais. Non, non, mais bref, je me suis attardé là-dessus parce que ça m'intriguait, Sur les mais types de sinon, pages aussi, j'en ai une qui est marrante sur le e-commerce, comme plutôt pour le e-commerce, le SaaS. C'est des pages qui vont ranker. En fait, c'est ce qu'on appelle sapin de Noël. Ça va péter pendant 2 jours, tu vois, et ensuite ça va ouais, plus du tout apparaître pendant toute l'année. Exemple, ok. Black Friday plus service, Black Friday plus marque. Vous pouvez faire ça Ouais, sur les concurrents. Solde été ou truc plus modèle plus marque, etc. Ça aussi, c'est des intentions de recherche qui sont assez sympas et assez marrantes. Vraiment, il y a des exemples. T'as des gros pics de traf et c'est assez peu concurrentiel parce que c'est pas, tu vois, tu te dis pas, je vais créer une page Black Friday en juin. Les gens, ils sont tous là pendant Black Friday, on fait de l'ADS et tout, et ouais. ils sont trop en retard sur la partie SEO. Le petit SEO qui est malin, qui fait un petit peu de deep linking 3 semaines avant le Black Friday, il sera premier, quoi. Il y a personne qui va penser à faire ça, tu vois. Bah écoute,
Tu as fait une magnifique transition sans faire exprès vers le netlinking. Tu as parlé de deep linking. Je pense qu'on va parler de ça. Juste avant, je voulais donner mon retour quand même parce que j'ai beaucoup parlé des articles de blog. Toi, tu as abordé rapidement le sujet du texte en dessous des pages info, enfin des pages business, pardon. Donc, rajouter du texte sur ces pages catégories, sur ces fiches produits. Tu as dit exactement tout ce qu'il faut retenir, à savoir que c'est pas très 20-80. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques textes qui peuvent être utiles. Genre, si votre texte aide vraiment la personne à faire son choix, à comprendre d'où viennent les produits, etc. S'il y a une vraie valeur ajoutée, que ça peut aider l'internaute dans sa navigation, dans son parcours utilisateur, pourquoi pas. En général, ce que je fais, c'est que j'ajoute pas mal de textes sur mes top pages catégories, par exemple, parce que je me dis, il y a tellement de volume de recherche, tellement d'enjeux business derrière, autant le faire. Mais tu as totalement raison. C'est pas du tout ce qui fait ranker une page e-commerce. Ça, c'est clair. Ce qui fait ranker votre page, pour ceux qui n'auraient pas compris, mais c'est vraiment le fait que vous ayez un listing produit, un bouton ajouté au panier, que vous ayez tant de références, que vous ayez des filtres e-commerce pertinents. Enfin bref. De toute façon, vous vous doutez bien, en gros, qu'est-ce qui va impacter positivement le comportement utilisateur sur vos pages e-commerce à votre avis? Est-ce que c'est le fait qu'ils puissent consulter, filtrer les références, faire le meilleur choix possible? Ou est-ce que c'est le fait que vous ayez 3000 mots de texte en dessous sur qu'est-ce qu'un t-shirt blanc, tu vois? Bon, on se doute un peu de la réponse. Mais c'est pour ça que je dis quand même, je pense qu'il y a de l'informationnel qui peut être pertinent. Moi, ce que j'essaie de faire en général, c'est pour mes top requêtes e-commerce, page catégorie par exemple, je vais ajouter de l'informationnel sur d'où viennent nos produits, comment choisir parmi tous les produits qu'on vous montre, quel est le prix moyen, pourquoi pas, du type de produit, comment entretenir le type de produit par la suite. Je me dis c'est quand même pertinent, mais c'est vrai qu'en général, le classique définition d'un t-shirt blanc, tu vois, le H2, bon, on s'en passera quoi, en gros. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. C'est aussi bon pour vos fiches produits. Pour les fiches produits, par exemple, moi je sais que mon client dans les super aliments, ils sont obligés, entre guillemets, enfin c'est hyper utile sur les fiches produits de faire tout un descriptif des bienfaits, des manières d'utiliser le produit, etc. C'est super important quand tu parles de santé, de compléments alimentaires ou quoi. Donc on en profite. Et puis c'est toujours ça de prix, je me dis, d'un point de vue sémantique. Donc voilà, pour finir sur l'informationnel. Le netlinking en e-commerce, comme j'ai dit au début du podcast, pour moi, la caractéristique principale, c'est que vraiment, ça bombarde pas mal en deep linking, notamment sur les top pages catégories, et que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'encre optimisée de manière générale dans le e-commerce. Je sais pas ce que tu en penses, ça, Antoine, des encres. J'ai l'impression que c'est quand même bien optimé. Je pense que là-dessus, c'est toi qui vas avoir le plus de choses à nous dire. Mais globalement, je pense que naturellement, en fait, sur un e-com, il y a énormément de pages, donc il y a énormément de dilution, et donc il faut envoyer énormément de netlinking. Je dis ça, mais en vrai, on a un cas à l'agence. Je vais pas donner le nom parce que c'est le leader d'un marché très concurrentiel. On peut pas faire de pub. J'en dis pas plus. Il y en a beaucoup des marchés comme ça. Pensez pas à votre première chose. Et qui est le CBD, je pense, pour beaucoup, mais en fait, c'est pas le CBD là, pour l'exemple. En fait, c'est le LSD. Et croyez-nous, là-dedans, ça envoie des milliers d'euros. Et pour le coup, on travaille avec le leader, donc on sait combien pour cette thématique qui est peut-être encore un peu moins business, mais qui est très business. C'est 10 000 euros par mois. Donc 10 000 euros par mois de netlinking, en effet, et pour le coup, on est sur un e-commerce. Donc je confirme en tout cas ce que tu dis. Moi, j'ai un cas pour le coup à l'agence, c'est pas sur du service qu'on envoie 10 000 euros par mois de netlinking. Je l'ai jamais vu en tout cas. Ouais, c'est ça. Après, bon, toute proportion gardée, ça dépend du type de service aussi. Si tu vas sur de l'assurance vie, des trucs, des dingueries comme ça, ça doit bombarder aussi. Mais c'est vrai qu'en général, en fait, j'ai plus l'impression qu'en service, tu trouves des petites niches où il n'y a pas trop d'acteurs SEO. Par contre, en e-commerce, j'ai l'impression que c'est pas que toutes les thématiques sont bouchées parce que il y a quand même des gens qui arrivent à se faire des beaux revenus avec des sites e-commerce, dropshipping sur des petites niches. Enfin, c'est leur but, tu vois, de trouver des petites niches. Mais je sais pas, moi, en général, mes clients qui viennent me voir en e-com, je regarde les concurrents, je fais OK, bon, déjà, ils sont bien installés. OK, ils font déjà tous du netlinking. OK, ils ont déjà tous des filtres pertinents. Ils ajoutent tous déjà de l'informationnel sur leur page business. Enfin, tu vois, ça se voit que tout est fait, quoi. Donc, ouais, le netlinking en e-commerce, à ne pas négliger. Surtout, faites du deep linking, quoi. Après, à vous de juger si vous pouvez rattraper des concurrents ou pas. Peut-être que votre top mot-clé sur votre page catégorie principale, c'est peut-être pas le bon plan parce qu'il y a trop de volume de recherche, trop de concurrence et qu'en face, ça investit trop.
regardez surtout bien le rythme d'acquisition de domaines référents, de backlinks par page de vos concurrents. Parce que s'ils en obtiennent 30 tous les mois et que vous avez 100 € de budget, en gros, ça va être compliqué. Même si vous passez par Linkuma avec des liens pas trop chers, liens affiliés en description, clin d'œil, ça va être compliqué. Donc peut-être déjà faire cette analyse-là et se dire, ah tiens, c'est marrant, en fait, nous, on a indexé un filtre, je sais pas, table basse vintage en bois, où on a 5 références produits, où il y a quand même du volume, et là, les concurrents en face, ils font aucun deep linking. Peut-être que vous devriez partir sur ce genre d'option si vous jugez que c'est nécessaire, quoi. Parce que vous ne pouvez pas vous battre contre tous les budgets, c'est compliqué. Donc voilà pour ça. Encre plutôt optimisée, mais à vérifier en fonction de la concurrence, ce qu'ils font. Qu'est-ce que font les acteurs historiques sur votre thématique, sur le mot-clé, qui rankent de manière pérenne depuis X années. Que font-ils? Mais en général, c'est quand même assez optimisé, je trouve. On est beaucoup sur de l'encre semi-optimisée ou optimisée. En tout cas, selon mon XP. Voilà. On va conclure avec 2 choses. La première, c'est qu'on va vous parler d'un case study SEO. Antoine va vous en parler. Et ensuite, évidemment, les réponses aux questions des internautes. Alors Antoine, est-ce que tu peux nous parler de ton case? Alors, super case que je recommande à tout le monde. Vous savez, le SEO, c'est visible pour la 90%, moi, je trouve, en tout cas, tout ce qu'il y a à l'UX, etc. Donc, des fois, il suffit d'aller se balader sur des bons sites. Et je pense, du coup, au site Okara de Grégory Perrin, qui est un très, très bon SEO, qui a vraiment fait sur une thématique ultra concurrentielle qui est les bijoux, quoi. Qui a fait ranker un site très, 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 très bien. Avec pas les mêmes budgets, parce que je suis sûr qu'Okara, il y a plein de gens qui connaissent pas forcément le nom, et pourtant croyez-moi que ça prend des requêtes au plus gros du secteur. Et là-dessus, pour le coup, c'est l'UX que je vous conseille d'analyser, notamment l'UX des pages catégories. J'en dis pas plus, comme ça vous savez. Les plus curieux auront accès à l'info. Le dis pas Paul, toi non plus. Ça se trouve, il y a plein de gens qui vont pas réussir à trouver. Mais vous allez voir, vous allez sur une page 4, il y a certaines choses qui sont très très intéressantes. Et pour moi, les pages catégories, c'est les plus importantes. Et c'est pour moi un super case study. Et vraiment, grand bravo à Grégory s'il passe par là, parce que le taf qui a été fait est vraiment cool. Et je sais pas si tu bosses sur d'autres projets, sur d'autres sites, ou si c'est vraiment que Okara. Je t'ai vu passer sur le podcast de Théo Lyon il y a quelques années. Et je sais qu'à l'époque, c'était vraiment Okara. Et encore une fois, là, je vois que tu es cofondateur de Okara. Donc, ok. Donc, j'imagine que ouais, tu es à fond sur ce projet. Ouais, big up. C'est quelqu'un à qui j'ai jamais eu l'occasion de parler de vive voix, mais il a l'air hyper cool. J'ai eu quelques échanges écrits avec lui sur les réseaux. Il a l'air vraiment très sympa. En vrai, mais attends, faut qu'on l'invite sur le podcast, Antoine, là, je suis en train de me dire. Mais on a trop de gens à inviter, en fait, c'est ça le problème. C'est ça qui est cool. Hein. À un moment, on avait des doutes. On s'est dit, on va tourner en rond sur les invités. Mais en fait, on a tellement de gens invités que. Ah non, il y a trop de gens. Là, je l'ajoute tout de suite, tu vois. Franchement, ouais, trop bien. Mais ouais, gros case. Moi, j'aime bien parce que là, tu as suscité l'intérêt. Donc, les gens des terres iront regarder et trouveront les tips. Et les gens pas des terres, ils feront rien. Mais bon. Si Ça, c'est mieux. Je pense que c'est mieux qu'un backlinks à 300 € parce que là, je pense qu'ils vont avoir des bons petits signaux s'ils ont des gens qui se baladent, qui cherchent. Il y a moyen. Après, bon, sur leur volumétrie, on va leur envoyer 3 personnes là. Ouais, bon après, non, je pense que peut-être il y aura plus, ça dépend, mais là je pense qu'on a Ouais, bien poussé le. Pour le coup, il y a vraiment des très belles choses à aller chercher. Ouais, c'est clair. Il faudra en parler sur Twitter pour qu'il y ait beaucoup de personnes, parce que là, à 1h03 de podcast, je sais pas combien de personnes on a. Ouais, D'ailleurs, si vous êtes présent à 1h03 à peu près, parce qu'on va faire quelques cuts, mais voilà, dites-le nous en commentaire évidemment sur YouTube. Comme ça, on se rendra compte de combien de personnes il y a. Bref, du coup, ça c'était pour le case study. Moi, je vais rapidement rappeler, mais en gros, un de mes meilleurs case study, en fait, c'est mon client le plus historique. C'est Amoseeds qui vend des super aliments. Voilà, j'en ai parlé un petit peu. Globalement, qu'est-ce qu'on a fait? Quand je suis arrivé et que j'ai commencé à bosser avec eux, leur fiche produit était déjà très bien. Donc, eux rankent vraiment essentiellement avec de la fiche produit, pas de page catégorie, parce qu'on est sur des. Bref, c'est la typologie de requête dont je vous parlais tout à l'heure. Et on s'est vraiment focalisé sur l'informationnel, comme je disais. Donc, ranké sur graines de chia bien fait, thé vert bien fait, enfin, ce genre de trucs.
Et ça roule de ouf. Ça nous a permis de faire déjà des conversions, parce qu'évidemment, dans les guides, on fait des liens vers nos fiches produits. Ça nous a permis de faire des liens internes aussi, donc pousser un peu les fiches produits. Et en gros, c'est ça. Toute la stratégie de contenu, on la focus sur l'informationnel. Et par contre, le netlinking, là, on balance plutôt vers justement deep linking les fiches produits, puisque c'est les mots-clés où on veut monter. En gros, c'est ça. Voilà. Bon, c'était mon petit retour. Je pense qu'il y en a qui étaient déjà au courant. On va passer aux questions des internautes. Alors, il y a David Michaud qui nous dit quels sont les meilleurs tools de rédaction de fiches produits. Alors, je ne sais pas si tu as des outils en tête, toi, Antoine. Pour la fiche produit, moi j'aurais tendance à utiliser des tools rédac classiques, non? Genre Jasper, ChatGPT, Ouais, franchement, je dirais pareil, hein, si t'as pas envie de te prendre la tête. Tot, True. Ouais, c'est ça. Sachant que tu peux partir, par exemple, si tu as déjà, pourquoi pas, un listing de produits Excel avec des caractéristiques, tu peux partir de ça et donner les insights à l'IA pour qu'elle te fasse une petite description assez sympa. Marque copie. Et d'ailleurs là-dessus, si demain vous faites du contenu produit, pensez bien à faire du contenu qui apporte de la valeur à visiteurs, les meilleures fiches, regardez ce qui se passe sur Amazon, etc. Euh, Partez pas sur du contenu, voilà, je mets des blocs de texte, partez plus sur Ouais, vraiment, ouais. voilà, des trucs qui concernent le produit, quoi. Donc ils peuvent Ouais, pas vraiment clairement. être rédigés à l'IA, c'est pour ça que. Clairement. Clairement, clairement. Mais en gros, ouais, on dirait les outils classiques. Moi, j'ai pas d'outils spécifiques en tête, pareil. Il y a Nicolas Icom qui nous dit à quel point avoir de la recherche de type brand et des signaux sociaux externes est indispensable pour pouvoir ranker sur certaines SERPs. Alors ça, j'aime bien parce que c'est une question qui est 100% axée. Parce qu'il nous dit à quel point est-ce que c'est indispensable. C'est trop marrant. C'est pas à quel point c'est important, non, c'est à quel point c'est indispensable. Le gars a déjà sa réponse, il veut une confirmation en fait. Donc en fait, moi, je dirais qu'il n'y a aucun cas où c'est indispensable. Ouais. Quasiment. Pour moi, tu peux ranker sur toutes les requêtes e-com juste avec une bonne fiche produit, tout qui est optimisé et surtout du deep linking en fait et du maillage interne, même sans aucun signal social. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu à la mode, hein, tout ce qui est recherche marque, CTR, SEO, Signaux, etc. Mais on n'a jamais dit que c'était indispensable. Et là, je pense vraiment pas que ce soit indispensable. Donc voilà. Après, c'est clair que ça peut aider, mais même analyser l'impact de ça, l'impact direct de ça, c'est très compliqué. On a l'impression que ça aide de manière générale, mais on peut pas te dire c'est indispensable sur telle ou telle requête. Il y a qu'à voir sur les SERP, les EMD, hein, qui n'ont pas vraiment de brand, qui rankent bien. Par Ouais, contre, malgré tout, c'est pas indispensable, mais c'est très très puissant parce que c'est pas, ouais, voilà, c'est très très puissant. Demain, il y a un site qui vient nous voir, un grand compte, et j'en ai des fois qui viennent me voir, qui me disent, ok, je veux faire du SEO, 300 000 visiteurs par mois sur la requête marque. Aucune requête transactionnelle. Et tu mets du balisage en place, c'est tout. Le site, il explose. Et on a des. tu crées des pages en fait, parce que s'ils n'ont pas de position, Mais t'enlèves parfois, les balises au index. parfois ils ont, sur du e-commerce, parfois ils ont pas de meta title, tu vois, juste c'est ça. Ouais. Et sur ouais, je peux pas te les donner, mais on a des cas, tu te dis, mais ils appuient sur le bouton et on leur fait péter leur SEO à une vitesse folle, tu vois. Parce qu'en effet, ça a quand même un très très gros impact, hein. Et on l'a eu, hein, on a eu des études de cas sur du balisage en fait. Donc du coup, là, t'arrives, bam, tu mets ton plan de balisage en place sur les requêtes cibles et le site il explose, il passe en top 3 sur plein de requêtes genre ultra concurrentielles, genre sac à main, des trucs de fou, quoi. Ouais, c'est abusé. Bon, bah là, t'es refait. Quand tu captes ça à l'agence, tu te dis, je vais pouvoir en faire un beau post LinkedIn. Là. Bah ouais, mais parfois ils ont du mal à être convaincus, ils partent chez les énormes agences puisque c'est des grands comptes. Donc je suis un peu dégoûté, quoi. T'as failli dire le nom d'une agence, mais tu l'as pas dit, donc on pourra le laisser au montage. Ok, bon, bah, ça va. Mais je pense que les gens auront deviné, donc ça rend le truc hyper marrant. Moi, j'adore. Ok. Alors, on avait une question de Anis SEO. L'utilisation des canonicals sur des produits à déclinaison, les paginations de catégories de produits, etc. Anis, tu seras très content si tu arrives à ce moment-là du podcast, puisqu'on a répondu normalement à toutes tes questions. Si tu as des questions plus précises suite à nos réponses, n'hésite pas à nous le redemander, que ce soit en MP ou quoi. Moi, j'essaie de répondre assez souvent. J'essaye, je dis bien j'essaye. Mais du coup, on a fini toutes les questions. On a fini les questions.
Je pense qu'on a fait un bon tour là. Alors on ne prétend pas avoir fait le guide, même si le titre ce sera ça, le guide e-commerce, le seul avec toutes les recos. Vous en doutez, il y a beaucoup de cas par cas, il y a énormément de points à traiter. On n'a pas parlé par exemple du JavaScript SEO, ça peut être aussi un point dans les e-commerce. Enfin, il y a énormément de choses. Ceci dit, on a essayé d'aborder pour nous tous les points qui sont les plus importants. Alors n'hésitez pas, si vous voulez nous remercier, à interagir avec ce podcast, que vous soyez sur Spotify avec les avis, avec l'abonnement Spotify. On n'en parle pas souvent, mais aussi l'abonnement sur Spotify. Si vous êtes sur YouTube, c'est l'abonnement, le commentaire, le like, et puis même tous les partages de manière générale. En tout cas, on vous remercie d'être toujours aussi présent, même toutes les semaines, pour nous poser des questions. Ça nous permet d'animer le podcast, c'est trop cool. On voit que, en vrai, peu importe les sujets, on a toujours au moins quelques questions. Donc, ça nous fait trop plaisir. Puis sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.